Donc, on continue, on roule. C'est avec toujours le plaisir d'inviter les prochains intervenants en scène à faire ça d'une manière répétée pour Renaud et Henri. Tiens, mais... Merci. 1, 2, 3. 1, 3, 4. Parfait. Bon, mise en œuvre des chaînes industrielles pour la gestion d'un catalogue de services cloud IaaS, CAS, contraintes par des normes de sécurité. Waouh, quel titre est long. Et on s'en excuse par avance. Porte implicitement sur des challenges à résoudre. Mais avant, on va peut-être parler nous. Bah ouais. Qui tu es? Bah on est deux vieux. Tu l'as laissé finalement. Bah qu'est-ce que tu crois? On la change. Ah, bah, c'est comme ça. Hein. Bon, plus sérieusement, bah, en fait, je suis CTO chez Soprasteria. Et Henri est... Advisor chez Whiskel. Voilà. Bon, on est des vieux de la vieille, c'est pour ça qu'on a mis Moupet Show. On a connu Java, Pascal, moi personnellement, avant aujourd'hui de coder en Go et en Rust. Mais tu préfères toujours le XML à XSL, bien que moi je suis passé au YAML avec Kubernetes. On peut valider la syntaxe. Ah, oui, et on a trouvé même une faille dans VI, enfin faille, une capacité de sortir de VI sans faire de point Q. Est-ce que quelqu'un la connaît? Sans deux points. Allez, je vous aide. Il y a un contrôle dedans. Contrôle Z. CTRL Z. Voilà. C'est Exactement. exactement ça. Bref, Bref. comme vous voyez, on est sur des sujets de fond, mais qui correspondent grosso modo à la photo du début. Hein. Ça sent un petit peu la naphtaline, on nous sort de temps en temps, tout va bien. C'est exactement ça, ouais. Les contextes alors, de notre ex, parlons-en. Bah oui, c'est issu de situations bien réelles, mais pas, malheureusement pour des organisations qui ne viennent, je dirais, secret défense. Mettons en œuvre des chaînes industrielles automatisées DevSecOps, autant sur la partie applicative que sur l'infrastructure. À ce sujet, je remercie Alexandrou de son préambule. Tout ce qu'il vous a expliqué sur le SecNumCloud, c'est ce qu'on ne sera pas obligé de faire. Donc on vient gagner instantanément 5 minutes. 15. 15. Au moins 15. Et j'ai vu J'avais fait un d'ailleurs petit dans sa condensé. présentation des trucs que j'ai bien vus dans une époque assez récente. Donc ça m'a fait plaisir de voir que finalement, un même problème, même solution. Des exigences et des contraintes fortes. Bah oui, en fait, avant de passer les sécurités, on va commencer par l'exprimer les besoins opérationnels avec une gestion de risque liée à la sécurité. C'est ce qu'on appelle... BIOS. Voilà. Il y Ouais, a d'autres solutions, Ouais, d'autres démarches. Je pensais que c'était l'UEFI, moi. Bon, d'accord. Non, c'est pas ça, malheureusement. Il y a Feroz aussi, si tu veux, une fiche d'expression de besoin orientée sécurité aussi, de risque. Ça de fout la sécurité. trouille. Ça fout la Et ça va comment dire, on va les décliner à travers des critères qui sont la disponibilité du service, l'intégrité, la confidentialité et la preuve des activités sur le système. La preuve. Ouais. Il suffit pas d'avoir raison pour avoir raison. Non, parce qu'il faut signer aussi. Il faut signer comme quoi le service est fiable et qu'il a constaté que par un tiers de confiance, tout ce que tu as réalisé, c'est bien réalisé. Et que la personne qui a réalisé excusez-nous, que la personne qui a bien réalisé est la bonne personne intègre Et attendu. et attend. D'accord. Sensibilité, criticité de la donnée. Bah oui, forcément, quand on parle de secret défense ou autres, je dirais, critères de sécurité, il va falloir gérer les données en fonction de sa sensibilité et donc de sa criticité. Il n'y a pas que dans la défense. Hein. Si vous travaillez dans le HDS, par exemple, Sur la santé, les données de santé, la sensibilité est importante parce que là, on est très fortement sujet et soumis au RGPD. Vous n'avez clairement pas envie que vos informations de santé, elles se trouvent à volo. On a à peu près une fuite par jour en ce moment, ou une par semaine. Clairement, vos données de santé, vous n'avez aucune envie qu'elles se retrouvent dans la nature. Ouais. Et puis des normes, hein, quelques normes. forcément. ISO 27001 au niveau processus d'industrialisation, le HDS pour la notion de criticité de la donnée, et bien entendu le SecNumCloud qui est aujourd'hui ce qui garantit la sécurité aux applicatifs qui tournent dans le cloud. Sur le SecNumCloud, Alexandrou a eu la décence de vous dire que c'est une norme qui a plutôt tendance à vous dire quoi pas faire plutôt que vous dire comment le faire. C'est ça. C'est un des challenges et on en parlera. Juste après. On en parlera parce qu'effectivement, c'est pas anodin. Et dans la somme qu'il a annoncée, le temps qu'il a annoncé, il n'y a rien qui m'a étonné.
Donc on va rentrer dans des sujets, on va rentrer dans des vraies histoires maintenant. Et toutes ces histoires sont vraies. Ah. Pour des raisons de confidentialité, on a caché le nom des acteurs. Mais s'ils sont dans cette salle où ils voient le replay, ils vont certainement se reconnaître. Une solution de data science, d'accord? Donc une solution de data science, des clusters de données, des clusters de run. Là où ça devient croustillant, c'est que totalement déconnecté d'Internet. Pas d'Internet, rien, que dalle. Nous sachons, ça c'est un clin d'œil pour les 2 gars de mon équipe que j'ai amenés pendant 3 ans et demi au bout de l'enfer, et chaque fois je les ai ramenés. Ce qu'on appelle le monde air gap. Donc, et on appelait à l'époque ça le DAS. Qu'est-ce que c'est le DAS? DAS, c'est Data Center as a Service. Il y en a qui vous vendent du SaaS, du IaaS, nous on vendait un data center. Quand on allait chez nos clients, on installait 40 machines d'un coup, dans un format moonshot assez dense, mais on installait 40 serveurs. Donc au format HPC, ça prend pas beaucoup de place. Par contre, c'est lourd. Hein. Je vous invite à venir à 2-3 pour le porter, sinon adieu votre bande d'algie. On mettait des clusters K8S, parce que bon, c'est drôle. On est d'accord? Cluster K8S, c'est drôle. Surtout pour passer à l'échelle. Absolument. On mettait des clusters Hadoop, parce que bon, c'est de la data science, et que jusqu'à une époque récente, Hadoop, c'était la base, quoi. Mais aujourd'hui, c'est has-been. Oui, mais à l'époque, c'était bien. Du SQL et du NoSQL, donc comme les data scientists avaient besoin de stocker leurs résultats de calcul, on mettait des fois du SQL et du NoSQL, et puis quand on ne savait pas trop, on d'à peu près tout. Un peu d'Elastic, un peu de Mongo, un peu de Postgres, un peu de MySQL, allez-y, c'est offert. Juste au moment où vous avez la BSL qui arrive, et là c'est le drame, mais c'est un autre sujet. Et donc avec, accessoirement, cerise sur le gâteau, notre application, elle est là. Une solution d'orchestration de data. Oui, mais là, je ne vois pas très bien tout ce qui est DevSecOps, en fait. On va en parler. Donc, on rappelle, quand on installe une application, enfin une solution comme ça, une solution assez lourde, elle a tout un cycle de vie. Bien sûr. D'abord, on l'installe. Après, on fait les mises à jour correctives. Et la MCS. Absolument, tu le savais. MCO, MCS, ça vous parle? Bon, si ça vous parle pas, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va frapper sur l'épaule en vous disant qu'il faut que vous en occupiez. Les montées de version, parce que bon, on a les correctifs, mais on a les montées de version, parce qu'on vend un produit, donc forcément il y a des fonctionnalités. Et toujours sans Internet. Je vous rappelle, du Cube, de la Hadoop, et toutes les joyeusetés que vous pouvez imaginer, sans Internet. Je vois très bien. Tu vois? Oui, je vois où tu veux en venir. Pose-moi la question. Eh bien, c'est très simple. Comment tu es fait? Eh ben, c'est une très bonne question, Renaud. Je te remercie de l'avoir posée. Donc, pour faire tout ça, qu'est-ce qu'on a? On commence à se trimballer des repos Ubuntu et Debian. Et puis, comme les gens qui avaient fait le produit, ils n'avaient pas bien choisi leur religion, ils ont pris les deux. Donc, on n'a pas une distribution en trimballer, on en a deux. Sinon, c'est pas drôle. Du Docker et du Quay, j'en passe des meilleurs. Hein, parce que forcément. C'est le SICOB. Oui, mais je pense que dans cette salle, pas grand monde connaît le terme SICOB. Ceux qui connaissent le SICOB, lèvent la main. N'ayez pas honte de montrer que vous êtes de notre génération. Ouais, c'est ça. Il y en a 3 et il y en a au moins 20 qui mentent. Alors, le SICOB, c'est le nom d'un salon qui existait dans les années 80 au niveau informatique. Voilà. Et où on trouvait à peu près toutes les technos, ça allait du Minitel jusqu'à un gros système IBM. Voilà. Alors, on avait aussi du code Java, des fois qui servait pour faire des opérations de migration, mais qui étaient compilées à la volée. Donc, on venait avec quoi? Maven Central, parce que c'était pas assez, hein, on est d'accord. À un moment donné, il y a du NPM. Vous allez me dire, il n'y a pas de Python et pas de Ruby. Ne donnez pas des idées aux développeurs, surtout pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On colle tout ça dans un bon gros Nexus. Voilà. Et ta question suivante, je l'attends. Bah oui. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Et comment on industrialise et surtout on automatise? Alors, automatiser, c'est rigolo, parce que bien entendu, construire un Nexus, ça ne se fait pas comme ça. Eh ben, pour ça, ce qu'on est obligé de faire, et c'est l'intérêt du Rex, c'est qu'on répète les opérations. Donc déjà, dans son lab, on construit un environnement qui est isoproduction. Votre client, il est en 14, vous avez 14, il n'y a pas une oreille qui dépasse. Bien évidemment, on évite le cas où le client, il a fait une 14,02, hein, il a mis les trucs à la main, on ne lui laisse pas la main. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et surtout, on ne change pas. Une fois qu'on a l'environnement isoprod, pendant plusieurs jours, qu'est-ce qu'on va faire? Des tests. On va construire le Nexus. Et comment on construit le Nexus? Eh bien, grosso modo, on débranche tous les accès Internet et on dit à l'ensemble des services qui vont tous passer par un seul et même canal Nexus. Donc, bien entendu, il faut que votre application et tous les sous-jacents que vous avez, que ça soit de l'OS, que ça soit du cube ou autre, sache passer par un point unique. Et là, vous jouez l'opération de montée de version.
Alors pour la petite histoire, il faut savoir que cette version-là, ce produit-là, ne fonctionnait pas en mode cumulatif, sinon c'était drôle. On n'aurait pas fait un Rex. C'est qu'on passait de la 14 à la 17, de la 17 à la 18, de la 18 on pouvait bumper à la 22, 22, 23, 24, et là on est dépassé de la 17 à la 24. Donc on avait grosso modo un playbook de montée de version, et il y avait un de mes SRE, enfin, je changeais régulièrement, j'ai changé, sinon les mecs ils cramaient. Où ils m'auraient tué. Ah ouais, ça use, ça surtout use le moral. Il jouait les opérations et Il corrigeait au cas où. voilà, il corrigeait le truc et il construisait le Nexus. Et bien entendu, je vous ai parlé d'un environnement sensible, dont je tairai le nom. Qu'est-ce qui se passe quand on a des données qui rentrent dans un environnement sensible? Eh ben, en fait, on essaye d'éviter les CVE et les failles de sécurité. Et généralement, ça passe par ce qu'on appelle la salle blanche. Voilà. Vous venez avec toutes vos données, ça passe sur un système antivirus de qualité. Pour la petite histoire, moi, c'était un vieux PC 486 ou Pentium qui était sous Windows 2000. Et quand j'arrivais avec 2, 3, 4, 10 Tera de données, le temps d'analyse, c'était la semaine. Ouais, c'était la semaine. Et plus on venait avec des données, ben, plus c'était. Donc on a envoyé. Donc l'important, c'est d'envoyer le disque bien en avance de phase. Vous ne vous pointez pas la veille pour le lendemain. Parce que sinon, vous revenez 15 jours après. C'est clair. Une fois qu'on a fait une fois tout ça, qu'on qu'on a tout construit, qu'on a envoyé le disque, qu'est-ce maintenant, qui se passe sur zone? Une fois qu'on est sur zone, qu'est-ce qu'on fait? On rejoue le plan issu de la répétition. Oui, on a fait un plan. Même si on est jeune et qu'on a l'esprit frais et qu'on se rappelle de leur opération, on l'écrit. Déjà parce que le gars qui a pu faire la répétition, il s'avère que ce n'était pas celui qui venait sur zone. Pourquoi? Parce que comme ça, je m'assurais que les rôles étaient répartis. C'est ça. On note tous les imprévus, parce qu'il y a le plan, hein, c'est comme l'agence touriste, il y a le plan et puis il y a l'arrêté. Donc on note tous les imprévus. Si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça ne doit pas arriver, ça arrivera quand même. On consigne toutes les corrections apportées, du genre on a pris toutes les images de la Terre, et il en manque une, pour une raison que quand vous êtes avec le client qui attend, donc vous sortez dans la cour, vous téléchargez depuis Quaise votre image Docker, vous faites un bricolage pour le mettre dans un tar, que vous passez en salle blanche, que vous récupérez, que vous allez après poser dans le Nexus, et vous redémarrez l'opération. Les premiers temps, on était souvent dans la cour. Donc on a amélioré quelque peu le processus. C'est ennuyeux quand il pleut. Ouais, c'est vrai que c'était ennuyeux quand il pleut, mais bon, l'endroit était sympa. Un truc important, on précise le temps qu'on passe à chaque étape, parce que c'est hyper chronophage comme activité. Et donc, après, on débriefe des opérations. Donc, on fait un Rex. comme ici. Voilà. Des fois, c'est plutôt un post-mortem qu'un Rex. Le Rex, vous savez, c'est quand ça se passe bien. Le post-mortem, c'est quand ça se passe mal. Donc, quand vous faites plus de Rex de post-mortem, vous savez que votre prod, grosso modo, est en bonne... Enfin, en tout cas, vos opérations sont sous contrôle. On détermine les routes causes. On repart pas si on a un gremlin, on le trouve. Parce qu'on n'a pas envie que le copain, parce que les rôles tournés, que le copain prochain retombe sur le même truc. Surtout, du coup, on le trouve et on trouve le gremlin, on lui tord le cou. On amende le plan pour la prochaine fois, parce que ça veut dire que le plan de répétition, il était perfectible. C'est un peu l'exercice. C'est exactement ce qu'on fait dans les exercices de PCA, PRA. Hein. C'est juste que là, on le fait en allant chez un client. Et donc tout ça te permet d'avoir une boucle retour, te permettant de t'améliorer. Absolument. Et de pouvoir rejouer dynamiquement à la future incrémentation le plan de production. Absolument. Le plan, alors bien entendu, comme on a un logiciel qui bouge, le plan, généralement, il change un petit peu. Le truc important pour ce Rex, quand vous êtes dans des situations comme ça, pour corriger le tir, pour ne pas y aller à la volette et souffrir atrocement, il faut vraiment prévoir un plan de charge des répétitions. Faites des répétitions. Si vous êtes dans un environnement contraint, ça ne doit pas être du pro bono. Un client qui est un accès ouvert à Internet et un client qui vous ferme l'accès Internet, ça ne peut pas avoir le même prix d'intervention. Prévoyez le plan de charge. Pourquoi? Parce que vos ingénieurs, quand ils font la répétition et qu'ils font l'intervention, ce n'est pas 1 heure qu'ils y passent. C'est 1 semaine, 15 jours. Donc faut que quelqu'un paye. Non, on y va, parce qu'on a signé le contrat, on y va. Mais par contre, on travaille avec les services commerciaux pour amender le plan. Précisez l'impact sur les temps de livraison. Vous avez un correctif qui est prêt aujourd'hui, plus 15 jours. Le temps de la répétition, le passage en salle blanche et compagnie. Ça paraît rien, mais contractuellement, baquez vos contrats. Les temps de traitement de sécurité, oui, il y a plein de temps de traitement de sécurité. Je ne vous passe pas à l'époque où il fallait donner à quelqu'un les ordres à taper jusqu'au moment où on a pu le faire nous-mêmes, mais ça, c'est un truc à prévoir. Chiffrer les déplacements des opérateurs sur zone, pas juste financièrement. Le gars qui est sur zone, il n'est pas en train de faire quelque chose chez vous. Donc à un moment donné, il est déçu. Si c'est en plus un SRE, c'était le cas de mes équipes, quand ils étaient sur zone en train de monter la solution du client, ils ne géraient pas notre prod. Donc à ce moment, la même personne ne peut pas être ici et là.
Et staffer l'équipe en conséquence. Pourquoi? Parce qu'il faudra avoir plein de profils, des gens qui aiment des trucs potentiellement compliqués, répétitifs, des gens qui vont être capables d'aller chercher la root cause. C'est pas forcément ce genre d'activité-là, c'est pas forcément les plus sympathiques. J'aurais tendance à envoyer pas les juniors en mission comme ça. Si vous voulez qu'ils reviennent la fois d'après, envoyez des gens qui ont un peu plus de bouteilles, qui se sont un peu plus stable et qui aiment le troubleshooting. Allez, deuxième exemple, usine logicielle, et ça va parler avec Sandro. Une usine logicielle sensible, avec une isolation totale. Chaque environnement est étanche. Déjà, il doit avoir une idée de quoi je parle. Avec des environnements ultra isolés. On isole tout le monde. Les humains, l'usine logicielle, les environnements de prod, de pré-prod, des Secnum Cloud, des standards, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, divers et variés. Et surtout, on applique le principe de moins de privilèges, on en parlera tout à l'heure. Alexandre, ça lui parle. Et donc, il voit quel domaine je parle. Et sinon, on considère que Internet, c'est un terrain hostile. C'est ça. Internet, c'est pas la porte pas. Si vous avez vu XZ, vous avez vu qu'il y a des gens vraiment qui font des efforts méritoires pour entrer dans vos systèmes. Et pas forcément par la porte, pas forcément par la cheminée, par le trou de la serrure. Et cela 2 ans après. Ouais, absolument. Donc, du coup, on a des firewalls des humains, on a des firewalls d'une usine logicielle, pareil pour les devs, des environnements, devs de recettes et de prod. Ça, c'est niveau 1. Limite, vous me direz, j'ai la même chose à la maison. Allez, on va rajouter une petite couche. Allez, on fait pareil. On reprend les mêmes. Par contre, on isole entre les humains, l'usine logicielle, les devs et compagnie. Donc, grosso modo, tous ces environnements, ils sont étanches. Il y a des VPN, vous avez des règles de conformité et pour accéder à ces environnements. Franchement, c'est pas simple. Vous avez un développeur qui vient de travailler d'une start-up où il y a une liberté totale, il arrive là, il a l'impression qu'il est en prison. Mais c'est pas grave, on lui explique. Mais on le prépare. D'ailleurs, je vous invite à lui dire dans l'entretien d'embauche, ça évite des moments déceptifs. Dites-lui que c'est un challenge, ça va le motiver. Donc, Internet égale danger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, tout ce qui vient d'Internet est challengeable. Tout ce qui vient d'Internet, tout ce qui vient. Et je vais vous donner un exemple. Moi, les équipes avec qui je travaillais disaient on utilise Canico. Je dis ok, on va regarder, on va faire le petit OSINT de Canico. C'est qui Canico? C'est Google? Non. Canico, c'est pas Google. Canico, c'est un projet qui est sous le parapluie Google, mais les contributeurs, c'est pas des employés de Google. Si vous en avez un qui a un petit boulot à côté pour on va dire un dictateur coréen du Nord, russe, iranien ou autre, vous n'êtes pas certain que le gars, il n'introduit pas volontairement un code malicieux dans l'outil Canico qui est utilisé de manière presque aveugle par tout le monde. Moi, limite, dans ce contexte-là, je dis OK, Canico aujourd'hui, demain, je prends Builda. Pourquoi? Builda, derrière, il y a Red Hat. S'il y a une faille de sécurité, les avocats de mon employeur peuvent se retourner contre les avocats de Red Hat. Ça se termine autour d'un gros paquet de billets, mais il y a une responsabilité qui est engagée. Pourtant, Canico, enfin, ça parle à tout le monde, quoi. Faut avoir confiance à personne. Donc, tout ce qui vient d'Internet est challengeable. Et d'ailleurs, le corollaire, c'est que tout ce qui vient d'Internet est challengé. On n'a pas confiance. C'est pas grave. C'est pas qu'on tourne à la parano, mais qu'on doit se poser la question. Et dans l'équipe, vous devez toujours en avoir un qui dit oh Jean-Pierre, t'es en train de faire quoi là? Tu prends quoi là? C'est pas grave. Enfin, j'ai rien contre les Jean-Pierre, mon oncle s'appelle Jean-Pierre, mais c'est pour donner du contexte. Tout est challengeable. Les sources, les artefacts, jusqu'à l'outillage des pipelines. Quand vous prenez. Donc vous faites attention à vos sources, vous faites attention à vos artefacts. Les images Docker que vous récupérez pour mettre sur vos GitLab, vous savez d'où elles viennent? Vous savez qu'est-ce qu'on a mis dedans? Vous pouvez vérifier les binaires qu'il y a dedans? Il y a une très bonne article de série sur un blog bien connu. On vérifie les signatures des binaires. Et si vous avez un doute, vous réécrivez votre outillage de pipeline. Vous partez de votre image Docker de confiance que vous avez peut-être validé avec vos équipes de sécurité et vous mettez les outils volontairement. Vous prenez l'outil d'une source de confiance avec le SHA-1 connu et vous vérifiez, par exemple, dans votre Docker qui inclut que ce binaire-là, il a bien ce SHA-1 là, sinon on plante le build. Pardon. Une isolation galvanique de tout, des sources et des artefacts, bien entendu. Votre gestion de sources et d'artefacts, elle n'est pas ouverte sur Internet. Hein. Ça passe par des seuils. Typiquement, un gestionnaire d'artefacts. La confiance, c'est exclut pas le contrôle. Oui, j'ai confiance dans le monde de l'open source. Moi, je suis un vieux baba qui a fait de l'open source il y a très longtemps. J'avais des cheveux pour vous dire si ça date. Ça n'empêche pas que maintenant, il faut sortir de cet angélisme. C'est pas parce que quelqu'un vous donne quelque chose qu'il n'y a pas un risque. Le moins de privilèges, ça veut dire que grosso modo, le principe du moins de privilèges, c'est que ce n'est pas le système le plus faible ou le moins sécurisé qui peut aller vers l'inverse, vers le système le plus important. Donc en fait, grosso modo, on peut aller du plus sécurisé vers le moins, mais pas l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre humain, il ne va pas aller faire des opérations sur la prod, ni même aller faire un truc qui se fait couramment.
Regardez, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Goodbye GitOps. C'est fini, plus de GitOps. Vous allez faire, moi je l'ai appelé du BinOps. Moi, je l'appelais aussi IOPS. Aussi IOPS. Ça veut dire que votre CI, par exemple, vos développeurs, ils vont produire des binaires, ils vont les poser quelque part, et qu'il y a une solution d'orchestration dans une zone sensible qui va décider de les prendre ou pas, d'après ces critères, mais ce n'est pas votre développeur qui fait un développement en prod. On casse, ce qui est d'ailleurs un super pattern, puisque ça vous permet de faire une séparation claire entre le monde de la CI et le monde de la CD. On pourrait parler des heures de ce sujet-là, tellement c'est toujours pas très clair où commence l'un et où finit l'autre. Donc les artefacts, c'est le système pivot qui font que, du coup, voilà, vos développeurs et l'usine logicielle, ils posent des artefacts dans votre entrepôt artefact. Ça peut être du Maven, ça peut être de l'OCI, ça peut être ce que vous voulez. Et les environnements de dev, de recettes et de prod, eux, ils vont dessus et ils récupèrent les artefacts qui vont bien. C'est ça. Entrepôt devient le déclencheur. Et ça veut dire qu'au lieu de faire du GitOps, si on surveille le repository, on surveille l'entrepôt. Je dirais que c'est la frontière entre la construction de services pour un provider cloud et les environnements dits de production où il y aura les data planes des utilisateurs finaux. Je vais aller vite parce qu'il a une grosse partie sur Cube et franchement, je ne suis pas sûr qu'il a fait un 105. Non, malheureusement. Non, si, tu la feras. Donc, le truc à retenir, il faut adapter les pratiques. Quand vous avez un sujet comme ça, isolation extrême, la contrainte, c'est que votre agilité ne sera pas la même. Donc, il faut le savoir. Votre vélocité ne sera pas la même. Vous contrôlez tous les contenus externes. Le contrôle, ce n'est pas automatique. Vous pouvez utiliser Trivi, Orca, whatever. Mais à un moment donné, quand il y a quelque chose qui bip en rouge, il faut qu'un humain il prenne la décision de faire ou de ne pas faire. Une vulnérabilité n'est pas forcément une vulnérabilité applicable. Ce n'est pas parce que c'est rouge que c'est applicable. Vous avez un humain qui regarde. Et le GitOps laisse sa place à BinOps. Ça veut dire que si vous adorez Argo CD, je vous invite à regarder Flux. Voilà un sujet intéressant. Toujours sans implémentation du cloud provider Secnum. Merci Henri. Alors, c'est toujours sans Internet. On implémente en fait un cloud provider quand il veut être certifié Secnum Cloud, il va falloir qu'il fasse, je dirais, une séparation forte entre les acteurs. Donc, la liste des acteurs prestataires et bénéficiaires, prestataire étant le fournisseur des services cloud, le bénéficiaire étant le consommateur, sachant que ces deux types de profils ont des sous-profils type sponsor côté bénéficiaire. Donc ces acteurs-là vont avoir à gérer, je dirais, vont avoir à venir sur le cloud et consommer les services. Et pour pouvoir consommer ces services-là, il va falloir les produire. Et donc la production de ces services, en fonction des règles Secnum Cloud qui s'appliquent aux environnements du prestataire, eh bien, il va falloir en fait construire des environnements isolés. Construire des environnements aussi mutualisés pour gagner de l'argent. Je rappelle qu'on est cloud provider, donc on est une boîte privée et non pas, je dirais, bénévole. On va déployer des data planes pour nos clients FIDO. On va utiliser des binaires dits de confiance, que Henri vient vous montrer comment les construire. Et bien tout ça, il va falloir répondre en plus vis-à-vis des 200 exigences techniques, je me dis bien techniques, parce qu'il y en a beaucoup plus, comme l'a montré tout à l'heure Alexandro, excusez-moi, pour répondre aux enjeux du Secnum Cloud. Donc la problématique étant posée, on va pouvoir trouver la solution. C'est la 11e lettre de l'alphabet, c'est-à-dire Kubernetes. Pourquoi Kubernetes? Eh bien, parce que Kubernetes, au fil des ans, on a fêté les 10 ans cette année, je vous rappelle, eh bien aujourd'hui, c'est quand même l'orchestrateur universel sur quoi tourne, je dirais, la totalité des workloads. Et aujourd'hui, je dirais que c'est l'orchestrateur qui va vous permettre de réaliser la totalité aussi de construction autant des binaires que de la partie infrastructure, ce qu'on appelle le YAC, infrastructure as code. Ouais. Eh bien, en fait, pourquoi Kubernetes permet de faire ça? Parce qu'il détient en fait en son sein la notion de contrôleur. La notion de contrôleur permet en fait une boucle de réconciliation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir permettre de définir en fait un état souhaité de votre infrastructure ou de votre applicatif, et derrière, il a les agents nécessaires permettant de s'assurer que ce qui est demandé est réalisé. Et il va faire en cours de remédiation. Donc, par rapport à l'environnement, je dirais, d'un cloud provider, on a plusieurs environnements à pouvoir créer et à isoler. On a le Bootstrap dit Lander Cloud, qui vous permet, avec notamment Kubernetes, ce qui permet de créer des nouveaux environnements Kubernetes, eh bien, c'est Cluster API, dit CAPI,
Et on a agrémenté aussi, par rapport à notre organisation, la capacité d'utiliser Crossplane pour pouvoir ajouter, je dirais, des providers qui n'étaient pas encore dans CAPI. On a la zone d'administration, c'est-à-dire la chaîne d'administration, où on va récupérer tous les binaires et on va les trier, on va les sécuriser, on va les signer pour pouvoir être mis à disposition de la zone d'exploitation, où on va pouvoir provisionner les services cloud mutualisés multibénéficiaires. Et on va avoir une zone de services et de données bénéficiaires que j'ai appelée tout à l'heure DataPlane. Et ceci donne ce schéma-là. Vous avez votre bootstrap côté gauche où vous définissez dans les manifestes la totalité des éléments qui vont constituer votre chaîne d'alimentation de binaires OCIOps tout en haut. Une fois sécurisé dans la zone mutualisée, vous avez la capacité de mettre à disposition autant les binaires du service cloud que les informations pour pouvoir créer les data planes propres à chaque utilisateur final. Quelque chose qui est très important dans la norme Secnum Cloud, c'est de pouvoir, comme je le disais, différencier les annuaires bénéficiaires des annuaires, je dirais, prestataires que j'ai appelés ici exploitants. Malheureusement, je n'ai pas repris mon terme. Une petite faute. Je dirais que lorsque vous êtes dans le Secnum Cloud, vous oblige dans votre zone de data plane bénéficiaire de ne pas avoir accès. C'est-à-dire qu'une fois que le data plane client a été créé par le cloud provider n'a pas le droit d'accéder à votre environnement isolé bénéficiaire. Eh bien, lorsque vous faites par exemple une demande d'exploitation exceptionnelle en question, il va falloir qu'on crée potentiellement, je dirais, dans l'annuaire du bénéficiaire, une entrée pour que l'exploitant puisse se connecter et avoir les droits en question et réaliser les gestes d'exploitation associés. Donc, c'est un petit peu pour vous montrer toutes les, je dirais, j'ai pris un cas d'usage ici, pour vous montrer un peu les complexités de la mise en œuvre des règles Secnum Cloud au niveau technique. En conclusion, en environnement sensible, rien n'est anodin. Enfin, ce qui vous paraît une évidence, ça va vous coûter énormément. J'avais un exemple là que je ne vous ai pas donné, une intervention de 5 minutes qui se transforme en une intervention de 7 heures. Pourquoi? Parce qu'un opérateur est obligé de dicter à un autre, à distance, les commandes à taper, lui dire qu'est-ce que tu vois sur l'écran? 5 minutes, 7 heures. Donc rien n'est anodin. Il faut le prévoir. Il faut vraiment anticiper toutes les opérations. Comme c'est rien d'anodin, il faut vraiment anticiper. Si quelque chose peut mal se passer, il va mal se passer. Et même quand ça se passe bien, ça ne se passe pas comme vous avez imaginé. Anticiper, ça veut dire aussi prévoir le temps nécessaire. Il faut chiffrer les impacts. Une demande client dans un environnement comme ça, dire vous pouvez nous faire une montée de version de Postgres 3 12 à Postgres 13. Si les images, par exemple, vous ne les avez pas, il va falloir les remonter. C'est un impact à faire. Mettez-vous toujours dans ce mode-là, dans cet environnement sensible, qu'est-ce que ça me coûte? C'est là l'intérêt d'avoir les replays de certaines opérations et de savoir combien ça coûte. Architecturer spécifiquement, quand vous faites du Secnum Cloud ou de l'HDS ou d'autres environnements sensibles, vous ne prenez pas un blueprint qui traîne dans un coin, il va falloir le faire à votre besoin. Et j'aurais tendance à dire que sur Secnum Cloud, c'est pire, c'est les gens qui sont en train de faire du Secnum Cloud en ce moment, qui sont en train de définir les blueprints. Et je peux vous dire, pour l'argent que ça leur a coûté, vous n'êtes pas prêt de les trouver en open source, ce qui est normal. Non, mais c'est normal, c'est leur savoir-faire. Parce que l'ANSI dit quoi pas faire, mais elle ne vous dit pas comment le faire. Donc ça veut dire qu'il va falloir prévoir, architecturer de manière très spécifique. Donc il y a de la R&D. Dans ces environnements-là, vous avez de la R&D, c'est coûteux. Staffer les équipes en conséquence, autant en termes de nombre qu'en termes de mindset et de complémentarité. Alexandrou, il parlait effectivement d'avoir des gens de sécurité. Si vous avez des feature teams, j'aurais tendance à dire, votre DevOps, si vous pouvez le compléter dans le DevSecOps, c'est pas mal. Et si vous n'avez pas de DevOps, je vous invite à prendre directement un DevSecOps, comme ça vous avez gagné un tour. La conception, notamment liée aux ces contraintes de sécurité, il a dit jour 0, j'aurais même tendance à dire c'est jour -1. C'est quand on vous parle du sujet, vous commencez à dire ok, qu'est-ce que ça va m'impacter et comment je la construis. Surtout que c'est des sujets très chronophages. Et c'est tout. Voilà. Je reviens. Et c'est tout. I'll be back. Et voilà. Très bien. Bon, merci déjà pour cette, je dirais, introduction dans ce monde. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus à creuser là-dedans, beaucoup plus à développer. Les sujets sont larges, sont vastes et sont riches. C'est ça. C'est vrai qu'on a quand même des questions et quelques moments
pour les poser. Voilà, quelques moments pour les poser. Prépare-toi. On est Dina. prêt. Envoie. Voilà, très bien. Merci. Alors, voilà, je vais poser cette question ici parce que je trouve ça hyper intéressant personnellement. Si vous n'envoyez pas les juniors sur le terrain, comment pourront-ils acquérir de nouvelles compétences? On les envoie en binôme. C'est-à-dire qu'on va d'abord envoyer un senior qui examine, je dirais, la partie à réaliser, et derrière, il va prendre un junior pour qu'il apprenne à faire, mais sous la coupole excusez-moi, d'un senior. On n'envoie pas un junior tout seul, on l'envoie accompagné parce qu'il faut qu'il se frotte au feu en fait. C'est ça. Par contre, la première fois, en zone, on va dire, sensible ou en zone de guerre, vous envoyez des troupes aguerries pour vous dire, grosso modo, quel est l'impact de feu. Et au contraire, le junior, il ne faut surtout pas qu'il reste caché au loin, sinon il n'apprendra jamais. Un junior qu'on n'envoie jamais sur le terrain, ça reste un junior, toute sa vie. Et sinon, il va se brûler tout seul, et il sera dégoûté, Et il partira. il partira. J'espère pas littéralement, mais On se comprend. voilà. Très bien. Passons. Valère pose une question. Pas d'Internet, mais on emporte le net dans Nexus. Alors, comment on protège du risque d'introduction du code malveillant connu après passage en salle blanche? Par exemple, Log4j. Alors là, justement, c'est l'exemple type d'une introduction de... Enfin, en dépit de votre plein gré, vous venez avec une version de Log4j. À l'instant T, elle est passée dans la salle blanche, elle est passée par Trivi et compagnie. Elle est passée à 14h, on trouve la vulnérabilité à 14h05. Votre disque dur, il est parti, il est déjà installé et compagnie. C'est trop tard. Vous refaites une intervention pour un petit jar de rien du tout. Suivant la façon dont vous faites votre automation et le coût et les coûts qu'on a vus dans ces trucs-là, l'opération qui était anodine devient un vrai sujet. Donc on ne peut jamais garantir que c'est bon. À l'instant où vous livrez, vous pouvez jurer mordicus que c'est bon, vous avez passé avec vos analyses de sécurité. Rien ne garantit que 2 minutes après, on ne vient pas découvrir une vulnérabilité. C'est le fait même des vulnérabilités, elles sont tout le temps. Si vous voulez vraiment vous sécuriser, vous pouvez parfaitement mettre un système comme Trivi qui va scanner votre environnement de run et monter des alertes. Mais j'aurais tendance à dire que ça fait partie du boulot d'un éditeur ou d'un acteur de vérifier ça en continu et d'avertir ses clients, de dire il y a une faille, on vient, on intervient. D'accord, très bien, très bien. Gemoirid, je suppose, a posé une question. La séparation CI/CD utilise les binaires comme pivot, n'empêche pas de faire du GitOps. On décrit les versions d'une dev. On peut restreindre la def des environnements, oui ou non? Alors, dans le cas dont on parlait, ce n'était pas possible. Dans le cas de Secnum Cloud, il y a vraiment une isolation parfaite. Par contre, on peut avoir la CI, la CD et grosso modo le gestionnaire d'artefacts qui finalement est une nouvelle source et le piloter en GitOps, mais pas dans cet environnement Secnum Cloud. En HDS, par exemple, c'est possible. En ISO, c'est possible, mais pas en Secnum Cloud. Principe de moindre privilège, on ne peut pas. On pourrait potentiellement, pour la création des environnements sous Kubernetes, vu que les manifestes sous Kube sont sous Git, et automatiquement la création à travers CAPI se fait une sorte de GitOps. On n'est pas sur du Argo ou du Flux. On est sur, je dirais, la réalisation par les contrôleurs propres à Kubernetes. D'accord. Un point sur ce que... on pourrait effectivement mettre ça en GitOps sur le dev, mais ça veut dire qu'on a un process de livraison pour le dev et un autre process pour la prod et la recette. Ça coûte cher. L'intérêt, c'est le dev, ça sert aussi à battle-tester ces process de livraison. C'est ça. Donc finalement, vous avez une seule recette. Ça veut dire que votre environnement dev, il sert à vérifier vos développements, mais aussi vos processus de livraison qui évoluent. Donc c'est pour ça que il faut rester ISO production et ISO le dev, la recette et la prod. Ils doivent être assez proches, même dans les process et les pratiques. Tout à fait. Très bien, très bien. Merci Alexis. S'il y a un registre d'artefacts central, pourquoi y aurait-il des accès réseau cross-environnement? Comment on atteste la présence de firewall dans cette illustration? Là, dans la présence dans les firewalls, typiquement, quand vous avez des firewalls, ça veut dire clairement qu'on ne laisse passer que ce qui est à passer. Autrement dit, vous avez besoin d'un développeur, vous allez faire taper dans votre gestionnaire de repository, mais que là. Donc il n'ira pas taper sur un port qui traîne dans un GitLab.
il a le droit à ça, il a que ça. C'est vraiment une cartographie, enfin c'est les cartographies de sécurité. Ce qui change des habitudes, c'est ce qu'on voit d'habitude dans les environnements de prod, ça se propage dans l'environnement dev, c'est là où je dis qu'il y a un impact sur l'agilité, parce que les gens disent, je peux pas tout faire. Premier truc, le gars veut dire, je peux pas tout faire, mais tu as besoin de prendre un artefact, le point il est là, que tout le reste soit caché, c'est pas grave, toi tu peux y accéder. Mais effectivement, et c'est pareil, quand on rajoute un outil, il faut l'autoriser ou pas l'autoriser, ça prend du temps. Tout ça, ça crée de la latence en fait. Excellent. Bon, merci d'avoir répondu à ces questions et surtout, merci d'être venu parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Et merci pour le t-shirt. C'était cool cet événement en fait. Ah, très cool. Ouais. Le DevOps Rex en 2016, c'était au Grand Rex. C'est ça. Oui, c'était C'est exceptionnel. méga hein. sympa, Ouais, c'était Et exceptionnel. nous, on s'est vu en 2012 à En DevOps, 2012, à DevOps Days. En avec 2012. avec le t-shirt de The Pag. Oh my God. Liberté, égalité, DevOps. Oh, we're getting old. Mais bon, C'est ça les jeux. c'est ça. Très bien, très bien.